Bonsoir Gilles Kepel, merci beaucoup d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes prof à Sciences Po, spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain, auteur de très nombreux ouvrages. D'abord peut-être une question sur ce qui se passe en ce moment en Algérie. À votre avis, assaut des services spéciaux algériens, apparemment extrêmement brutal, puisque sans doute des morts parmi les otages et aussi parmi les terroristes. C'est la philosophie du gouvernement algérien. On réplique, on réagit et on passe le message qu'on n'acceptera pas de négocier, qu'on n'acceptera rien. Ben oui, il faut bien se rappeler que l'Algérie est sortie dans les années 90 d'une décennie de guerre civile contre les islamistes et contre les djihadistes, et que c'est en fonction de cette histoire récente aussi que le gouvernement algérien se détermine. C'est sa culture, si vous voulez. L'armée qui a gagné, ou qui dit avoir gagné la guerre dans les années 90, ne peut pas se permettre d'avoir un affront. Donc elle réagit aussi en fonction de son idiosyncrasie de politique intérieure. Et ça, c'est très important pour le comprendre. L'autre élément qui est qu'on ne maîtrise pas encore actuellement, mais on a quelques indices qui sont préoccupants, c'est qu'il ne semblait quand même pas y avoir un consensus absolu en Algérie sur le survol du territoire par les avions Rafale français, si l'on en juge tout simplement par la presse. Et la presse algérienne... est très sévère. Voilà, elle a des diverses tendances, disons, mais beaucoup d'entre elles reflètent les diverses tendances à l'intérieur de la sécurité militaire, comme on le dit selon une blague à Alger. Et un certain nombre de ces titres, en français comme en arabe, ont critiqué sévèrement la décision française, l'engagement français, alors que, rappelez-vous, l'année dernière, enfin en 2011, le 19 mars 2011, quand il y a eu la frappe de Sarkozy sur le convoi blindé libyen qui allait vers Benghazi, là, il y a eu un consensus négatif absolu en Algérie. Absolument. Ça n'est plus le cas. Les révolutions arabes sont passées par là, et puis l'Algérie est directement menacée. Parce qu'il se passe au Mali, et la preuve est là. Elle ne s'attendait sans doute pas, quand même, le gouvernement algérien ne s'attendait pas à avoir une preuve de cette menace aussi forte et aussi flagrante. Aussi flagrante, aussi immédiate, aussi rapide. Voilà. Alors là maintenant, on n'en sait rien, on ne fait que des suppositions, mais ça semble quand même incroyable qu'un endroit pareil, qui doit être aussi protégé, qui est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière libyenne. Et de l'autre côté, c'est le chaos total. La Libye, j'y suis allé de nombreuses fois ces derniers mois. Partout, vous avez des katibas, donc des phalanges armées qui se sont payées sur les arsenaux pillés de Kadhafi, qui tiennent telle ou telle région, qui n'obéissent à aucune armée centrale, qui d'ailleurs n'existe qu'à peine. Et on peut difficilement imaginer que dans un contexte géographique aussi dangereux, cette base n'ait pas été mieux protégée. Qu'est-ce qui a permis qu'il y ait un assaut aussi ? Peut-être des complicités, peut-être des... Oui, donc s'il y a une fragmentation dans la chaîne de commandement, c'est là que les complicités se produisent. Alors, tout ça, ce n'est que conjecture à ce stade, mais on attend les... Juste un mot sur les réactions internationales. Elles sont assez vigoureuses ce soir. La Maison-Blanche s'inquiète clairement de cet assaut algérien, malgré tout. Le Japon demande son arrêt immédiat. David Cameron dit qu'il aurait bien aimé avoir été informé. Et la France, François Hollande dit que cette prise d'otage se dénoue apparemment dans des conditions dramatiques. Oui. Donc un ton plus mesuré. La relation franco-algérienne, elle est sensible, elle est fragile en même temps aujourd'hui ? Elle a toujours été fragile depuis de nombreuses années. Mais là, effectivement, on est dans une relation très complexe parce que, d'une certaine manière, la France a besoin, ou a eu besoin de l'Algérie pour aller au Mali. La preuve, le survol du territoire par les Rafales. En même temps, on pense dans certains cercles que si les pick-up d'AQMI et autres groupes locaux Ansar ad-Din ont de l'essence, c'est parce qu'ils la trouvent en Algérie, qu'une partie du sud algérien qui est habité par des Touaregs de la même ethnie que celle ou d'ethnie comparable à celles qui sont au nord du Mali ont des porosités. Donc, si vous voulez, il y a une relation de sécurité très compliquée où Alger est à la fois, si vous voulez, jusqu'à un certain point d'accord avec Paris parce qu'elle voit un danger, mais en même temps souhaite maintenir son influence, craint le retour, entre guillemets, du colonialisme. Donc, c'est une relation extrêmement complexe qui, pour l'instant, fait que chacun, en tout cas au niveau des présidents, se ménage. Après tout, François Hollande est allé
à Alger au mois de décembre, c'est le cinquantenaire de l'indépendance, et donc les révélations sont plus prudentes. Et le président Hollande a affirmé aujourd'hui qu'il était tenu au courant en permanence, et on sait qu'il a sans doute parlé avec le président Bouteflika. Oui, en tout cas, entre Paris et Alger aujourd'hui, la relation, disons, est tiède, elle n'est pas froide. Elle s'est réchauffée. Oui, on est obligé de trouver un terrain, si vous voulez. En revanche, ce qui est tout à fait nouveau et qui est très important aujourd'hui, je crois, c'est le fait que, ça y est, le conflit est internationalisé. Au départ, c'était, on le disait encore ce matin, la France seule, le splendide isolement. On voit bien aujourd'hui dans le débat politique français une partie de la droite qui dit « certes, on vous soutient, mais vous êtes tout seul, vous n'aviez rien préparé, etc. » Qu'est-ce que c'est ? Et puis là, maintenant, le conflit est international. Non seulement parce qu'il y a des Américains, des Anglais, des Scandinaves, des Canadiens, des Japonais qui ont été probablement pris en otage et probablement tués lors de l'assaut, mais aussi parce que ça s'est produit dans un lieu d'exploitation d'hydrocarbures. Et donc ça concerne tout le monde, la consommation d'hydrocarbures. Et bien sûr, et surtout, pas seulement les consommateurs, bien sûr, surtout quand il fait froid, mais parce que le pétrole, le gaz, c'est ce qui fait le lien entre les Arabes, entre le monde arabe et le système du monde, et le système économique mondial, si vous voulez. Qu'est-ce qui différencie le monde arabe de l'Afrique subsaharienne, par exemple? C'est que le monde arabe se trouve être la région du monde dans laquelle, dans le Golfe particulièrement, mais aussi en Algérie et ailleurs, vous avez des réserves de gaz et de pétrole qui sont fondamentales parce qu'on n'a rien trouvé d'autre en attendant que le gaz de schiste soit mis en production pour faire tourner la planète. Donc c'est un enjeu absolument crucial. C'est pourquoi cette région a une importance aussi grande dans le système économique mondial. Et dès qu'on touche au pétrole, finalement, on va voir comment les cours du baril vont évoluer. Les Américains, par exemple, parce que c'est une des grandes questions. Les Américains qui sont assez en retrait après leur guerre contre le terrorisme, après l'exécution de Ben Laden, est-ce qu'aujourd'hui, ils se relanceraient avec les Européens, avec les Français, dans une guerre contre le terrorisme au Sahel? Alors, Obama a été élu sur le retrait des troupes. Il a désengagé l'Amérique de l'Irak. Alors, ça n'est pas sa faute d'une certaine manière, mais l'opération américaine en Irak, si vous voulez, a été non seulement totalement contre-productive militairement, mais quand vous la regardez politiquement en arrière, aujourd'hui, le gouvernement irakien est un allié de l'Iran, c'est-à-dire le pire ennemi des États-Unis et de l'Occident. Ce qui est évidemment, on se demande pourquoi avoir dépensé aux États-Unis de telles fortunes pour aboutir à un résultat qui est totalement à l'inverse de ce qui avait été voulu. L'Afghanistan, on ne peut pas dire que ce soit un immense succès. Et là encore, il y a une volonté de retrait. Et donc se posent deux problèmes. D'une part, en Afrique, intervenir encore dans un autre pays musulman, c'est un souci, ça fait beaucoup de réticence. Et deuxièmement, il y a une autre question, c'est que l'Afrique est un pays africain, si j'ose dire, et que aux États-Unis, la population afro-américaine, dont le président lui-même est en partie issu, si vous voulez, pèse d'un poids très important. Et on ne regarde pas aux États-Unis l'Afrique comme on regarde le monde musulman. Vous voyez, il y a une dimension d'identification intérieure qui est assez différente. Que les Maliens soient musulmans ou non, ils sont africains, vous voyez, et non pas nord-africains. Donc ça, c'est un élément qui aussi qui n'est pas indifférent dans les calculs politiques. Mais cela étant, vous avez vu, il y a des morts américains, il y a le pétrole, et là, on est quand même, si j'ose dire, on est dans du lourd, on est dans des dimensions de vrais choix politiques. Alors, est-ce qu'ils vont s'engager directement? C'est peu probable. En soutien ou en support, par des drones, par des moyens logistiques, par des moyens de renseignement, évidemment. Évidemment, le principal enjeu aujourd'hui de ce type de guerre et de la manière, si vous voulez, dont les États-Unis ont remporté des succès, alors qui sont critiqués par un certain nombre de gens qui considèrent que l'usage des drones ne correspond pas aux normes internationales en termes de droits des gens, de droits de la guerre, si tant est que ça existe et autres. Mais toujours est-il que les succès qui ont été remportés, aussi bien au Waziristan contre les islamistes radicaux qu'au Yémen, etc., l'ont été en grande partie grâce aux drones. Les drones, si vous voulez, c'est la réplique
de l'armée postmoderne face aux défis du djihadisme. Et on en aurait besoin au Mali. On en aura besoin. Indéniablement. On en a besoin parce qu'on n'en a pas et on aura besoin de ce type de soutien. Indéniablement, puisque, moi je ne suis pas spécialiste des choses militaires, mais d'après ce que je comprends, la mobilité extrême de ces cibles fait que ce sont les drones qui peuvent prioritairement les abattre. Pierre Lelouch, tout à l'heure sur ce plateau, disait, pour revenir à cette prise d'otage en Algérie et à cet assaut, disait, dans le fond, il faut se préparer à d'autres événements dramatiques similaires. Est-ce que la guerre au Nord-Mali, la guerre au Mali, elle ouvre la porte à une sorte de guerre totale entre nos pays et les bandes terroristes et qui agiront avec leurs moyens, et il faut s'attendre à ce type d'opération ailleurs, peut-être prioritairement en Afrique ou dans des pays dans lesquels ils sont déjà bien implantés. C'est une phase nouvelle aujourd'hui de cette guerre ? Et si vous voulez, ce qui est tout à fait curieux, c'est que, paradoxalement, le Mali, c'est un peu, d'une certaine manière, le ventre mou de cette relation entre l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, l'Europe. C'est un État failli. Donc c'est dans cette espèce de vide que des groupes djihadistes surabondés par le pillage des arsenaux libyens et probablement aussi aidés par la rente pétrolière d'un certain nombre d'acteurs, ont pu construire leur emprise. Mais en même temps, c'est devenu un lieu d'incandescence absolue. Et cette incandescence, ce qui est très frappant, c'est la rapidité avec laquelle cette espèce d'ubiquité du djihad radical s'est transportée en Algérie, dans un pays qui avait échappé, d'une certaine manière, à la vague des révolutions arabes. Absolument. Parce que aussi les Algériens restent beaucoup d'entre les Algériens de mon âge en tout cas, traumatisés par ce qui s'est passé dans les années 90. Quand ils étaient jeunes, ils ont tous vu quelqu'un se faire arrêter un faux barrage, flingué. Un tel a eu son cousin supposé accusé de terrorisme, tué a disparu dans l'État et vice-versa, si vous voulez. Mais là, tout d'un coup, le djihadisme fait retour à l'intérieur. Ça évoque et ça convoque des souvenirs terribles pour l'Algérie. Vous parliez de financement. On se pose beaucoup de questions sur le financement de ces bandes terroristes qui sont sans doute par l'argent de la drogue, l'argent des otages, les trafics d'armes ou autres. Mais on a aussi parlé de soutien de certains acteurs du Golfe. Est-ce qu'on peut se trouver dans des situations paradoxales où on est allié, je dis pas tout ça par hasard, avec le Qatar et que, par exemple, au Qatar, on financerait quelques djihadistes du Mali? Alors, les acteurs étatiques officiels, je pense, ne s'engagent pas là-dedans. Néanmoins, on voit par exemple en Syrie, où j'étais récemment, à l'automne, que ce sont les financements provenant d'ONG d'un certain nombre de pays du Golfe qui ont favorisé la montée en puissance des mouvements djihadistes à l'intérieur de l'opposition syrienne, au milieu du dénuement généralisé, de la misère et sous les bombardements monstrueux, si vous voulez, du régime, et que ceux-ci, aujourd'hui, sont ceux qui détiennent les armements les plus sophistiqués, ceux qui ont l'argent, ceux qui peuvent attirer les recrues, etc. Et François Hollande s'est rendu aux Émirats arabes unis il y a quelques jours, sur la base militaire. Donc il y avait des accords militaires franco-émiratis qui sont évidemment aussi en quête de soutien. Mais alors, les Émirats n'ont pas annoncé qu'ils enverraient un soutien militaire, contrairement à ce qui s'est passé en Libye, mais ont annoncé un soutien humanitaire. Donc ça, c'est un élément très important. Mais vous avez pu remarquer aujourd'hui qu'au contraire, le Qatar a émis des réserves sur les opérations armées visant la France au Mali et indiquait qu'il valait mieux la négociation. Juste un mot sur la France, justement. Cette guerre au Mali, ces événements en Algérie, est-ce que ça ravive des réseaux? Est-ce que ça réveille des loups solitaires? Est-ce qu'on va avoir des djihadistes qui sont peut-être là et qui vont se remobiliser? Alors, il est évident que tout le monde a en tête l'affaire Mera. Ça, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Ça a été le grand traumatisme, je crois, de l'année 2012. Ces dernières années, 2012, il n'y a aucun doute. Bon,
même s'il faut la relativiser, même si l'année 2012 a été aussi celle où aux élections législatives de juin, on a vu les premiers députés élus issus des populations originaires de l'immigration venus d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire. Donc c'est un signe très positif, il ne s'agit pas de criminaliser quoi que ce soit, mais bien évidemment, on est préoccupé par ça. Est-ce que sur les sites aujourd'hui, on voit des choses, que ça bouge? Est-ce qu'on a des signaux? Il y a évidemment des attaques contre les actions de la France dans tous les milieux salafistes du monde. Des manifestations sont prévues devant un certain nombre d'ambassades françaises où l'alerte est au maximum. Et il faut bien se représenter, si vous voulez, que c'est à travers cette espèce de vision qui se développe sur les sites de partage vidéo que vous avez cet imaginaire du djihadisme qui se construit, qui fait qu'un gamin dans tel ou tel endroit va se trouver tout d'un coup en état de s'identifier à des héros et de partir au combat. Et ça, c'est un élément très important. Si vous voulez, vous avez au Mali à la fois des gens qui vivent très traditionnellement encore dans les airs, parce qu'ils ont des Land Rover, mais qui en même temps sont branchés sur l'Internet. Tous les satellites, évidemment. Merci beaucoup Gilles Kepel pour cet éclairage. Restez avec nous.